Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Progression du coronavirus. Le professeur Daouda Ndiaye invite la population sénégalaise à la sérénité. En France, 5 nouveaux cas ont été détectés. On en parle dans ce 20h. Les populations du quartier Iba Ndiaye Diadji de Mbao en rogne. Elles refusent d'être isolées du reste de la ville par les travaux du train express régional. Litige foncier dans la zone des Niayes, des maraîchers et membres de la société civile dénoncent le bradage des hectares de terre attribués à des sociétés minières. Ils dénoncent un crime écologique. Et puis sur l'international, des Guinéens du Front National pour la défense de la Constitution dans les rues de Dakar. Ils ont manifesté pour dire non à un 3e mandat du président Alpha Condé. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 5 nouveaux cas de coronavirus en France. Il s'agit de 4 adultes et un enfant dont l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Une annonce du ministre de la Santé. Le bilan de l'épidémie a dépassé ce matin 726 morts et plus de 34 500 personnes contaminées. Le coronavirus a aussi fait sa première victime non chinoise, un Américain mort à Wuhan. Et puis face à la panique mondiale provoquée par l'apparition du coronavirus en Chine, le professeur Daouda Ndiaye, en visite à Ziguinchor, invite les Sénégalais à plus de sérénité. Le chef de département de parasitologie de l'UCAD a abordé aussi la question du rapatriement des étudiants sénégalais coincés à Wuhan. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Pour le coronavirus, il n'y a pas de risque aujourd'hui pour le Sénégal parce que le Sénégal suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui reposent en tout cas sur le renforcement du système de surveillance épidémiologique, le renforcement du système de santé en matière d'urgence. Mais si demain, éventuellement, il y a des cas suspects, le Sénégal est préparé pour le traquer, pour faire en sorte que les patients, en tout cas éventuellement, soient bien pris en charge. Et remercions également le gouvernement chinois qui est en train de tout faire pour endiguer cette fléau, qui est en train de tout faire, seul, il faut le dire, parce que la Chine semble être isolée, pour faire en sorte quand même que la maladie puisse s'enliser tout de suite. Aujourd'hui, les Sénégalais qui sont en Chine, comme les Africains qui sont là-bas, sont en parfaite sécurité. Il faut comprendre que ce virus est un virus qui mute. Un virus qui mute, tous les jours, il n'y a que les Chinois qui le comprennent. Il n'y a pas un traitement étiologique pour tuer ce virus, encore moins un vaccin. L'Afrique semble être, en tout cas, dans la dynamique de rapatriement, ce qui n'est pas en phase avec l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce qui se passera demain? Comme ces virus reviennent tous les 10 ans, d'ici 5 ans, c'est le même virus qui revient en Afrique, d'autres virus qui viennent en Afrique. Si la Chine s'est sentie isolée, les sentit exclus, demain la Chine ne nous aidera pas et on va tomber dans l'hécatombe. Donc soyons prudents, arrêtons et là, j'interpelle tous ceux qui ne connaissent rien de la maladie de nous aider à régler ce problème, en nous laissant nous experts et gérer la situation. Nous sommes en train de le gérer. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le sit-in des populations du quartier Iba Ndiaye Diadji de Mbao. Ils refusent d'être isolés du reste de la ville par les travaux du TER. Face à la presse, ils ont interpellé le chef de l'État Macky Sall face aux nombreux problèmes de leur quartier. La gendarmerie était également sur place. Nous écoutons leur porte-parole, il s'appelle Amadouba. Des propos recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons de sérieux problèmes pour les problèmes d'enclavement. Tout cela à cause des travaux du TER qui nous a amené ce problème-là. Le TER était venu pour nous désenclaver la zone. C'était l'objectif et nous étions carrément pour. Et nous sommes toujours pour ce désenclavement-là. Mais si ce désenclavement risque de nous causer notre propre enclavement, parce que derrière vous, il y a 52 cités qui sont derrière vous, et qui n'ont que ce seul passage pour rejoindre soit la route nationale, pour aller à l'université, dans les structures de l'État, aller au travail, les fonctionnaires, les privés et tout le monde. Les structures sanitaires sont de l'autre côté aussi. Les gens doivent traverser pour aller dans les centres de santé et autres. Il y a les lycées aussi qui sont de l'autre côté. Je pense que donc il y a les commerçants aussi qui doivent rejoindre le marché ou poisson, tout ça là, pour acheter leurs marchandises pour revenir vendre ici au niveau de la ZAC. Donc on n'acceptera pas d'être enfermé ici. On est déjà assez enfermé à cause de tous ces travaux qui ont été faits et qui nous ont desservis. Donc maintenant nous réclamons
une passerelle ici, d'urgence. Parce qu'on n'acceptera pas que ce passage soit fermé. On nous demande une déviation de 1,5 km ici, on ne le fera pas. La zone est éclairée avec les moyens des populations. C'est les populations elles-mêmes, ce sont les populations elles-mêmes qui se sont cotisées, je dis bien qui se sont cotisées, pour acheter les lampes, pour les monter. Et puis, bradage de la zone des Niayes, des hectares de terre attribués à des compagnies minières, des maraîchers, membres de la société civile et des conseils municipaux de Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye, Meouane, Diogo dénoncent ce qu'ils qualifient de crime écologique. Cheikh Anta Diop, c'est la tire pour plus de détails. Des terres, l'occupation des surfaces cultivables par les sociétés minières hante le sommeil des agriculteurs de la zone des Niayes. Des acteurs au développement maraîcher et des élus locaux se sont rencontrés à Darou Khoudoss dans le département de Tivaouane pour se pencher sur la situation. La superficie totale occupée avoisine un peu les 431 000 hectares. Donc, ce qui fait qu'effectivement, toute cette bande, même les villages qui se trouvent dans cette zone, sont dans des concessions, aussi bien producteurs agricoles qu'effectivement habitants. Ces gens-là peuvent se retrouver dans la rue parce qu'effectivement, la compagnie a besoin de cette aide. Ces producteurs maraîchers s'érigent en bouclier pour leur faire face, mais au-delà, ils proposent à ces sociétés minières de donner aux paysans les terres déjà exploitées. Les entreprises qui sont là puissent quand même mettre à disposition de ces populations, notamment les paysans ou les agriculteurs, la possibilité de pouvoir reprendre les terres qui sont déjà exploitées. Avec l'implantation de ces usines, l'écosystème est menacé. Que ce soit Meouane, Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye, Mboro, ne peut dire qu'ils ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de retombées qui viennent de la présence que ce soit des sociétés minières. Il n'y a pas de retombées. La cause est bien entendu, les autorités locales comme administratives sont interpellées sur cette lancinante question. Insalubrité et encombrement à Diamagun, Sicap Mbao, les femmes de la localité au premier rang pour éradiquer ces fléaux. Elles ont organisé ce matin une journée d'investissement humain au niveau du forail des grands ruminants. Maïmouna Baldé, leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Elle est énorme. Il y a beaucoup de femmes qui sont sorties pour nous appuyer dans cela. Nous ne ferons que les remercier et leur dire que ce n'est qu'un début et nous allons nous engager à ce que chaque fois que nous sortons, nous allons dans un quartier pour embellir ces quartiers-là. Le quartier d'un autre, c'est notre quartier. Donc la commune, c'est notre commune. Nous allons faire de sorte que la commune soit meilleure. Au-delà des femmes de la commune, mais je fais appel à toutes les femmes du département de Pikine, mais aussi les femmes du Sénégal, à répondre à l'appel du président de la République. Parce que c'est dans notre intérêt. Si là où tu es propre, c'est ta santé qui incombe. Donc nous dirons que merci le président de la République. J'ai fait appel au ministre de l'Urbanisme et de la Propreté, vraiment qu'il nous appuie dans ce cadre-là. Mais aussi nous remercions le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, qui nous a appuyés dans le cadre des moyens. Mais aussi, vous savez que tout le monde s'est engagé. Chacun a amené de son côté ce qu'il a dans sa maison pour pouvoir vraiment lui aussi faire son empreinte dans la propreté. Que ce soit un balai par-ci, que ce soit du pelle par-là. Donc tout le monde a apporté quelque chose pour pouvoir rendre propre la cité. Et puis, triste évolution dans l'affaire du camion citerne de Mamato. 5 jours après la mort mystérieuse d'Elhadji Djimou, le chauffeur trouvé dans sa citerne avec son apprenti qui était lui entre la vie et la mort. Ce dernier, nommé Amadi Batia, a rendu l'âme dans la nuit du vendredi au samedi. Il présentait un traumatisme crânien encéphalique et était sous assistance respiratoire. L'enquête suit son cours. Le président sortant de la CEDEAO s'en prend vertement au chef de l'État, membre de l'organisation sous-régionale. D'après Moustapha Cissé Lo, ils sont les premiers à fermer les yeux sur le non-respect des textes qui régissent le commerce au sein de l'organisation. Ils fustigent la non-planification des lois communautaires et réglementaires. C'était lors de l'Assemblée générale des chambres de commerce de la sous-région. Je vous propose de l'écouter. Lié aux raquettes. Toi, si tu veux passer d'une frontière à une autre, on te demande de l'argent. Vous voulez minimiser 2 000, 5 000, 3 000 qu'on donne chaque passage. L'autre problème qui me fait très mal, c'est le non-respect des textes qui régissent ce fonctionnement. Il y a des produits d'origine qui sont des produits d'origine ou des produits agricoles
la patate douce, l'arachide, les fruits et légumes qui sont cultivés dans notre espace. Mais des fois, les douaniers demandent de l'argent pour taxer ces produits. C'est inacceptable. Même l'arachide, on a pris ici. L'arachide ne doit pas demander d'autorisation pour circuler. Une fois Louga, on me dit Seigneur, c'est Seigneur qui autorise quelqu'un de... Mais Seigneur ne peut pas, c'est pas la loi, c'est faux. Seigneur n'a pas le droit de dire à un agriculteur qui a cultivé ses graines à Tambacounda que tu n'as pas le droit de les transporter à Touba. Ça, c'est une hérésie. Il faut dire les choses comme telles. Il faut appliquer les lois communautaires et les lois nationales conformément aux dispositions réglementaires. Et cela, ça pose problème. Et puis le collège bilingue de Dakar marche pour l'environnement, une marche en collaboration avec les parents d'élèves, une marche visant à sensibiliser sur l'environnement et le cadre de vie. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur de l'établissement ainsi que le responsable du club développement durable de l'école. Ils sont interrogés par Fatou Bintou Conté. Organiser une marche de sensibilisation avec nos élèves pour sensibiliser les gens de la cité sur les actions qu'ils doivent mener pour changer. Vous voyez partout à Dakar, c'est la pollution, c'est la saleté. Donc nous, on prend les choses à la base en impliquant nos élèves. En faisant la marche, on avait des sachets pour en même temps ramasser les ordures qu'on voit sur le long de la route. Et donc on a fait presque 7000 pas. Et on n'a pas trouvé de poubelle sur la place où on pouvait jeter ça. Donc vraiment, je profite de votre tribune aussi pour vraiment sensibiliser et dire que on compte aussi sur l'accompagnement des autorités déconcentrées pour que ce slogan-là soit une réalité, pour que les piétons aussi, quand ils ont des choses à jeter, qu'ils puissent trouver quelque part où les jeter. Cette activité, plutôt cette marche pour le climat, elle nous a permis un peu de pouvoir faire sensibiliser plutôt la population, leur faire comprendre que c'est une thématique qui touche tout le monde et qui n'est pas une thématique à prendre à la légère ni à la rigolade, car nous en payons les conséquences. Nous avons vu avec le climat, que ce soit climatique, environnemental ou social, nous voyons que c'est une thématique qui touche tout le monde. Et puis 90 jeunes formés dans des industries vertes et aux métiers verts, tous de la région Nord. Le but est de les accompagner dans les projets porteurs pour faire face au changement climatique dans le Nord, à l'avancée de la mer et au déboisement à Saint-Louis. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Abibatou Bandafal, présidente de l'association Recherche, Action, Développement et Environnement au Sahel, interrogée par Ousseynou Diop et Habib Sek. Un programme qui vient à son heure, je dirais plutôt qui arrive à point nommé, parce que nous connaissons le contexte de Saint-Louis, avec déjà l'avancée de la mer, l'érosion côtière, le changement climatique qui s'annonce aussi, mais également le déboisement au nord du Sénégal. Et donc l'on s'est dit qu'il est urgent de former les jeunes dans des métiers verts et donc tout ce qui touche à l'entrepreneuriat vert et aux technologies climatiques. Nous entendons par là tout ce qui est agroécologie, par exemple, tout ce qui est méthanisation biogaz, tout ce qui est les énergies renouvelables comme les cuisinières solaires, et même plus loin, aller dans les métiers de tout ce qui est fashion tech et autres. Et donc ce sont les perspectives dans ce cadre de cette formation, mais pour un premier temps, il s'agit de faire des formations dans les technologies numériques, dans les domaines traditionnels et modernes, mais en alliant tout ce qui est entrepreneuriat vert et technologie. Et donc pour outiller les jeunes, pour qu'ils puissent avoir les bagages nécessaires et ensuite avoir les bases qu'il faut avant de mettre en place un plan d'affaires qui sera la suite du programme. Environnement toujours, plusieurs dizaines de jeunes de l'arrondissement de Kataba ont été formés pendant 4 jours à Djouloulou à la création d'emplois verts, une activité qui entre dans le cadre de la lutte contre la dégradation climatique et l'immigration clandestine. Écoutons à ce propos Woré Ganasek, conseillère économique et sociale et environnementale, interrogée par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Le thème de cet atelier de Djouloulou porte sur les emplois verts. Quel avenir pour les jeunes? Les emplois verts, parce que nous savons que la préservation de l'environnement est une priorité pour nous au Sénégal. Et ces jeunes, pour éviter qu'ils n'aillent dans l'immigration clandestine, nous avons initié avec eux un partenariat pour les former, pour les aider à entreprendre, pour qu'ils aient plus d'espoir.
et qu'ils échangent avec les jeunes de la Casamance sur les emplois verts. La raison pour laquelle nous sommes venus ici pendant 4 jours et travailler avec les jeunes et faire un plan d'action et créer le réseau des jeunes de Green Sénégal de la Casamance. Oui, c'est l'économie sociale solidaire, parce que les emplois verts sont de l'économie sociale solidaire. Comment faire en sorte que nos emplois ne compromettent pas les besoins de nos générations futures. Donc il est important que nous travaillions sur des modes de consommation et de production durable. C'est essayer de lutter contre la dégradation du climat, la dégradation de nos forêts, les changements climatiques, les problèmes liés à la salinisation des terres ici en Casamance, liés également à l'érosion côtière, comme dans les villes comme Kafountine. La 34e édition de la Ziara annuelle de Médinatoul Aouda s'est déroulée dans un contexte marqué par un manque d'eau et une insuffisance d'agents de sécurité. Et les disciples du Khalif Thierno Amadou Baldé en ont profité pour réclamer davantage de sécurité pour cette cérémonie religieuse. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Avec une immense foule composée de fidèles venus de l'intérieur du Sénégal, de la sous-région et d'ailleurs, qu'a eu lieu la 34e édition de la Ziara annuelle de Madinatoul Khouda. Avec l'autorisation du Khalif général de Madinatoul Khouda, Thierno Ahmadou Baldé, le Coran y a été lu plusieurs fois pour formuler des prières à l'endroit d'une paix durable au Sénégal et dans la sous-région et en faveur d'une unité des cœurs et des esprits. Qui connaît Thierno Ahmadou, il est dans cette voie. Chaque année, chaque jour, il presse l'unité, la paix. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir la situation qui a toujours prévalu dans cette cité religieuse. Mais nous pouvons en dire et assumer qu'il est le garant de la paix dans cette cité et dans la sous-région. Parce qu'il dit en Poulard, il a dit en Poulard, lui Thierno, donc il ne taquine jamais. Et si on le taquine, il pardonne. Pour vous montrer la dimension de la Ziara, et c'est cette modestie de Thierno qui est aujourd'hui responsable de ce relayement de tous ces pays limitrophes à Madinatoul Khouda. Le manque d'eau et l'insuffisance des agents de sécurité étaient parmi les difficultés qui ont marqué l'organisation de cette 34e édition. On est confronté à un problème énorme d'eau. Je fais partie des gens qui ont rencontré les autorités régionales de Kolda. Mais toutes nos demandes sont restées sans suite. Nous lançons un appel surtout aux autorités étatiques du Sénégal pour leur dire que nous sommes des citoyens entiers de ce pays. Thierno Amadou aujourd'hui représente ce que tous les khalifs généraux du Sénégal représentent. Nous aurions aimé qu'ils soient traités au même pied d'égalité que ces marabouts, ces religieux du Sénégal, parce qu'ils pressent la paix comme eux. Nous aurions souhaité que cette ziara soit reconnue par l'État, que cette ziara soit considérée comme tout événement religieux qui s'organise dans le pays. Vraiment, ça c'est le souhait de tout disciple. Les autorités étatiques le savent, tout disciple de Thierno n'a jamais été un opposant. Il a toujours cheminé avec le pouvoir en place et c'est pas joli de nous voir comme ça aujourd'hui. Ça vraiment nous le déplorons. Un rassemblement aussi de dimension sous-régionale, il est nécessaire que l'État, surtout au niveau sécuritaire, que la sécurité soit renforcée. Eu égard à la forte affluence des fidèles musulmans à la Ziara annuelle de Madinatoul Khouda, les disciples du Khalif Thierno Ahmadou Baldé réclament l'enrôlement de l'organisation de cet événement religieux dans le chronogramme des réunions du comité régional de développement. Et les populations de la commune de Samine célèbrent le 50e du bombardement de l'armée portugaise. Cette dernière, en effet, il y a 50 ans, pensait que le PAIGC de la Guinée-Bissau avait une base militaire dans cette zone et les jeunes ont profité de cet événement pour dégager des pistes de réflexion pour le développement de Samine. Bakary Konté, Khali Yamé. La guerre de libération de la Guinée-Bissau, l'armée portugaise avait bombardé à 2 reprises la commune de Samine Escale. Elle soupçonnait l'installation d'une base du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert à Samine. Ça nous rappelle beaucoup de douleur, beaucoup de frustration, parce que nous avons perdu beaucoup de parents, moi personnellement mon père, et d'autres ont été handicapés à vie et qui ont perdu aujourd'hui tout espoir de pouvoir se prendre en charge et qui sont là
voilà, c'est une situation extrêmement difficile et douloureuse. Avec cette situation, Samine a perdu sa place de leader dans la zone. C'est ce qui a même favorisé la départementalisation de Goudomp, parce que c'était Samine à l'époque qui était un centre commercial très important avec un port qui voyait l'arrivée des chalands à l'époque. C'était des petits bateaux, mais qui amenaient beaucoup de marchandises. Et Samine, à l'époque, on l'appelait Samine Escale, parce que tous ces chalands-là, à partir de Ziguinchor, leur escale était à Samine. Et après ce bombardement, les gens sont partis, ils ne sont plus revenus. Le Portugal et l'ONU doivent réagir pour booster le développement de la commune de Samine. Les souvenirs ont été très douloureux, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés, des familles en tout cas qui ont quitté Samine et qui ne sont plus revenus. L'armée coloniale portugaise de António Salazar qui bombardait Samine en ce moment. Parce que cette armée pensait que Samine a abrité des combattants du PAIGC. Mais Samine réclame en tout cas que ces morts, ces blessés soient pris en compte, en tout cas par le Portugal. Pendant ce cinquantenaire des bombardements de Samine et le centenaire de la création de Samine, les jeunes fils de la localité ont beaucoup appris. Ils ont promis de porter le combat pour sortir Samine du gouffre. La marche cet après-midi à Dakar du Front National pour la défense de la Constitution en Guinée. La section sénégalaise était dans les rues de Dakar, dans les allées centenaires plus précisément, pour dire non à un troisième mandat du président Alpha Condé. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Idrissa Bari et Mamadou Ba, membre du FNDC, interrogé par Mardien. M. Alpha Condé, comme ce que tout le monde a entendu, a essayé de faire un forcing pour demander un référendum, c'est-à-dire un changement carrément de la Constitution. Vous savez qu'en Guinée, il y a deux articles qui verrouillent complètement le changement du nombre de mandats en Guinée. Donc M. Alpha Condé a jugé utile de changer carrément la Constitution pour s'arroger un troisième mandat, après avoir marché sur plus de 150 cadavres aujourd'hui. Donc M. Alpha Condé veut s'arroger un troisième mandat. C'est pour ça qu'il a violé le code électoral, il a appelé à des élections couplées, législatives et un référendum de changement de la Constitution le 1er mars. Nous dénonçons ça et nous allons lui barrer la route. Il n'y aura pas d'élection le 1er mars. Il y a le non-respect de la Constitution donc, qui s'accentue. Au-delà de ça, on a couplé le référendum et les élections législatives pour le 1er mars. Et ce qui est totalement inadmissible, nous avons décidé, comme on a l'habitude de le faire, de déposer une demande d'autorisation pour non seulement dénoncer, alerter les autorités sénégalaises, alerter la communauté internationale par rapport à la crise qui se passe en Guinée aujourd'hui et les tueries. On est fatigué. On veut que les présidents Macky Sall et les autres présidents de la CEDEAO prennent leurs responsabilités par le président de la République afin qu'il respecte son engagement. Pour démarrer avec le début de la 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise ce samedi avec 3 rencontres au menu au stade Galandou Diouf. Le leader Teungueth FC a consolidé sa place de leader en corrigeant Mbour Petite Côte 4-0. Dakar Sacré-Cœur son dauphin à Calais devant Niaritali. Match nul blanc, 0 but partout. Le Giraffe de Dakar qui voyage bien de son côté en revenant de Sali avec une victoire 1-0 face à Djambar. La suite de cette 9e journée ce dimanche avec 4 matchs au programme. Douane Ndiambour, Stade de Mbour Génération Foot, US Gorée, AS Pikine et Casa Sport Snaps de Thiès. En vue de la participation de l'équipe du Sénégal U20 à la Coupe arabe de la catégorie du 17 février plutôt au 5 mars, 27 joueurs ont été convoqués en stage au centre de Guéréo, Moussa Ndiaye et Dion Lopi font figure de cadre. On voit cette liste avec Mambiram Diouf et Chersali Boudiara. Le sélectionneur de l'équipe nationale U20 du Sénégal continue la refonte de son groupe. Youssouf Dabo, pour les besoins de la Coupe arabe de la catégorie, a fait appel à plusieurs nouvelles têtes dans sa liste. 3 joueurs du Casa Sport, Boubacar Faye, Abdou Seydi et Abdou Djedjou. 3 joueurs de Teungueth FC, Malang Sagna, Mbaye Jacques Ndiaye et Abdoulaye Dabo, entre autres bleus de la tanière des juniors sénégalais.
Ils auront comme guide de leur premier pas les cadres Moussa Ndiaye, Diol Lopi et Abdoulaye Ndiakhat. Les mondialistes cadets qui ont participé au sacre au tournoi de l'UFOA en décembre dernier sont également sélectionnés. En l'occurrence, Pape Matar Sarr de Génération Foot, Insa Boy de Djambar, Biran Diaw de Galaxy Foot et Samba Diallo de Darussalam. Les 27 joueurs présélectionnés entrent en regroupement fermé du 10 au 15 février au centre d'excellence de Guéréo. La Coupe arabe U20 est prévue du 17 février au 5 mars prochain à Riyad et Dammam, en Arabie Saoudite. Puis les premiers résultats de l'enquête sur le crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant sont connus. Une manœuvre ratée du pilote est soupçonnée par les enquêteurs qui écartent déjà une défaillance du moteur de l'appareil en attendant la suite des investigations. Cher Sali Boudiara. Mystère entoure encore les causes du crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant. 2 semaines après l'accident qui a coûté la vie au légendaire basketteur américain, sa fille Gianna et les 9 autres passagers, les premières investigations n'ont pu arriver à déterminer ce qui est à l'origine. Avec l'absence de boîte noire non nécessaire dans ce type d'appareil, les enquêteurs écartent une défaillance du moteur. Ils évoquent une manœuvre du pilote qui a peut-être mal tourné. Une hypothèse sous-tendue par les conditions climatiques le jour du crash à Los Angeles. Un épais brouillard y régnait le 26 janvier dernier, provoquant l'annulation de plusieurs vols de compagnies aériennes. Toutefois, il n'y a aucune certitude pour les enquêteurs pour donner l'explication de l'accident de l'hélicoptère de Kobe Bryant. L'enquête va néanmoins se poursuivre. 3 bonnes années sont le plus souvent consacrées à ce type de crash. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.